bonsoir. L'horreur succède à l'horreur en Bosnie. Sarajevo, assiégé et toujours bombardé, 4 morts encore la nuit dernière. Sarajevo enterrait aujourd'hui les 2 orphelins tués samedi dernier pendant leur évacuation. Et pendant les funérailles, le cimetière a été la cible des obus. Jean-Marc Pitt. Samedi soir, 2 enfants, Rocky et Vedrana, sont mortes au cours de leur évacuation de Sarajevo, victimes d'un tireur embusqué. Ce matin, on les enterrait à la sauvette, à cause des bombardements. Mais même la paix du cimetière, leurs bourreaux ont décidé de la leur refuser. Des tirs de mortier ont délibérément visé la cérémonie. Ruza Glavas, la grand-mère de Vedrana, est touchée. Elle sera évacuée sous les projectiles et transportée à l'hôpital. Grièvement blessée par un éclat d'obus dans le bras, les médecins craignent de devoir l'amputer. Seule note d'espoir dans cette matinée sordide, les petits camarades de Rocky et Vedrana, qui ont assisté à leur assassinat, sont enfin sortis de l'enfer. Ils sont arrivés ce matin à Zerbst, en Allemagne. Mais l'on est toujours sans nouvelles des 9 bébés enlevés par les Serbes dans leur groupe dimanche dernier. Les enfants que vous venez de voir ont eu la chance de partir. D'autres sont restés dans l'orphelinat de Sarajevo. Privés d'encadrement, ils hantent les rues. Les aînés sont devenus les pilleurs de la ville. À chaque instant, ils jouent leur vie pour quelques billets. Claire Germuti les a rencontrés il y a quelques jours. Reportage exclusif. À Sarajevo, les seuls enfants qui osent encore se promener dans les rues viennent tous de l'orphelinat. Le plus grand de Bosnie-Herzégovine. Il y reste encore une centaine d'orphelins, désœuvrés, qui jouent à la guerre avec leur Sarbacane Kalachnikov. Le personnel a fui. Et ceux qui restent s'occupent d'abord des tout-petits, entassés, mais à l'abri dans les chambres les mieux protégées. Alors pour les grands, c'est la liberté. Leur chef, c'est lui, Sulio, 14 ans et le meilleur rappeur de l'orphelinat. Il connaît la ville comme sa poche et c'est lui qui emmène sa bande piller chaque jour les maisons abandonnées. Du travail de professionnel. En 4 mois, ils avouent plus d'une trentaine de cambriolages. Avant, on trouvait de l'or dans les maisons et même des bagues. Maintenant, on se contente des téléphones ou du matériel qu'on revend pour avoir de l'argent. Alors les enfants raflent tout. De temps en temps, la milice arrive à les attraper, mais on les relâche très vite. Et les orphelins trouvent ça normal, c'est la guerre, et ils n'ont même pas 15 ans. Mais les voisins finissent par avoir peur. Après les maisons vides, à qui s'attaqueront-ils ? Je ne peux pas les contrôler. Tous les jours, on vient me dire qu'ils ont cambriolé un garage ou une maison, je n'arrive pas à comprendre. Pourtant, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Les objets volés sont vendus à d'autres Bosniaques au marché noir et réinvestis en cigarettes ou en jeux vidéo. Salut, rendez-vous à la semaine prochaine. Pour tous ces enfants, comme pour tous les adultes qui se retrouvent dans les bars de Sarajevo encore ouverts, tous les jeux sont bons pour oublier la guerre. Le soir, les grands se réunissent dans les chambres autour des télés et des magnétoscopes volés. On chante, on mange, en faisant travailler les petits dans les couloirs. À chaque âge, ses contraintes ou ses plaisirs. Plus tard, bien après le couvre-feu, les plus téméraires sortiront seuls dans la ville. Leur seul but, jouer une dernière fois au risque de leur vie. Les États-Unis reviennent ce soir sur la confirmation d'existence de camps de concentration serbes en Bosnie. L'Amérique, comme toute la communauté internationale, continue d'exclure une intervention militaire dans l'ex-Yougoslavie. Mais la rumeur sur l'existence de ces camps continue d'enfler. De Zagreb, la correspondance d'Isabelle Lasserre, Radio France Internationale. Au cours des 2 dernières semaines, un nombre croissant de réfugiés affirme que des milliers de civils sont emprisonnés, torturés et même assassinés par les forces serbes en Bosnie-Herzégovine. Selon certains témoins, les exactions menées contre les musulmans et les Croates rappelleraient à de nombreux égards les camps de concentration de l'Allemagne nazie. Les mêmes rumeurs, moins fréquentes toutefois, racontent également de Belgrade à Zagreb que les mêmes horreurs sont également commises en Bosnie-Herzégovine par les forces croates et bosniaques à l'encontre des civils serbes.
Aucune source officielle n'a pour l'instant confirmé ni infirmé ces terribles informations. À Zagreb, le directeur du comité international de la Croix-Rouge, Pierre-André Conneau, confirme l'existence de centres de détention. Mais l'appellation de camp de concentration, dit-il, est tout à fait subjective. Elle implique une véritable administration de mort ainsi que l'extermination massive de gens. Le CICR, qui visite certaines prisons de Bosnie-Herzégovine, n'a pas été témoin de ce genre de choses. Il faut donc rester extrêmement prudent. Et en ex-Yougoslavie, comme le rappelle José Maria Mendiluce, envoyé spécial de l'ONU à Zagreb, tout, absolument tout est possible, même cela. Afrique du Sud, l'ANC a tenu son pari, grève massivement suivie pendant 48 heures. Les quartiers noirs se sont transformés en villes mortes. Au deuxième et dernier jour du mouvement antigouvernemental, la plupart des commerces de Soweto, par exemple, sont restés fermés. Les trains de banlieue étaient vides et les taxis collectifs ne circulaient pas. Selon la police, les gens ont peur d'aller travailler. Toujours des violences, incidents graves signalés dans les cités noires. Il y aurait eu ce matin 5 ou 6 morts dans le ghetto d'Alexandra. Offensive contre les politiques au procès du sang contaminé. La défense, en l'occurrence l'avocat du professeur Roux et celui du professeur Alain, ont dénoncé un procès de bouc émissaire. Anne Rongère. Les gendarmes montent la garde pour éviter tout incident, mais c'est avec des mots que l'on se bat à ce procès. Des mots d'une rare violence. Le professeur Alain, un boutiquier sans scrupules, un lâche, un adepte de Mengele. Pour contrer ce portrait au vitriol, la réponse de la défense, Alain, un saint pour ses malades, un homme déchiré. La défense pensait susciter l'émotion chez les victimes, c'est l'inverse qui s'est produit. On nous le montre comme un saint. Par 3 fois, cet avocat nous a dit « mais c'est un saint ». Il perfusait les hémophiles et les hémophiles se levaient et marchaient. Il leur disait « lève-toi et marche ». Malgré les remous dans la salle, la défense continue avec une contre-attaque en direction des politiques. Avec cette formule, en 85, Matignon était plus occupé par le coulage du Rainbow Warrior que par le sida. Des politiques cités comme témoins et non comme inculpés, ce procès a été faussé. Comme les biologistes n'ont pas réussi à isoler le virus du sida sous leur microscope, eh bien sous le microscope des juges, on met un peu au hasard un médecin symbole qui sert de bouc émissaire. À la fin de l'audience, les avocats du professeur Alain ont lu cette lettre de soutien qu'une mère d'hémophile vient de lui adresser. Je suis très émue de vous savoir au banc des accusés. Vous avez soigné mon fils avec un dévouement extraordinaire. J'espère que le verdict ne sera pas trop lourd à porter. Silence, cette fois l'émotion est là. Sur son banc, Garetta semble de plus en plus seul. Michel Vauzel, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Une première question sur ce procès du sang contaminé. Est-ce que vous n'êtes pas choqué, comme les victimes qui ont l'impression qu'on ne leur rend pas justice, et comme l'ensemble de l'opinion publique, que les politiques échappent à la justice? Est-ce qu'il ne faudrait pas saisir la Haute Cour de justice? Je ne crois pas que l'opinion publique soit choquée. Elle est préoccupée par ce grave problème qui touche tout le monde, mais il ne faut pas trop charger, en ce moment c'est la mode, les hommes politiques. L'opinion publique sait très bien que dans une société qui est devenue très complexe, en matière d'architecture, de construction, en matière de médecine, ce sont les experts, ce sont les médecins, ce sont les architectes qui donnent des avis pour éclairer la décision d'un tribunal, d'un juge ou d'un homme politique. Je crois donc qu'il faut bien faire le départ entre ce qui relève des techniciens, de leur art, de la maîtrise qu'ils ont d'une science, et puis de la responsabilité d'un tribunal ou d'un homme politique. Est-ce que ça n'est pas à gouverner en refusant les responsabilités? Pas du tout. Chacun doit prendre ses responsabilités, et dans une société qui est largement dominée par la science, les scientifiques jouent un rôle considérable et ont des responsabilités considérables. Est-ce que vous ne regrettez pas un procès en assises? Écoutez, je fais confiance à la justice, je suis certainement celui qui doit le dire ce soir. Pour vous encore, monsieur le garde des Sceaux, l'affaire des fuites sur la prochaine inculpation d'Henri Emmanuelli. La magistrature se défend, le président de la chambre d'accusation de Rennes soutient dans une lettre le juge von Ruynbeck. Nouvelle polémique avec le pouvoir politique, mais le président, Dominique Beyache, n'est pas homme à céder aux pressions. Albert Ripamonti. Le président Beyache n'est pas un homme intimidable. Il l'a prouvé voici 7 ans en devenant bien malgré lui le héros d'une prise d'otage très médiatique à la cour d'assises de Nantes. Séquestré durant 34 heures par les accusés qu'il devait juger, le président Beyache a su grâce à son calme dénouer la crise en douceur. Aujourd'hui, en volant au secours du juge von Ruynbeck, il engage un bras de fer presque aussi risqué avec le pouvoir. Au départ, l'annonce dans Le Monde du 9 juillet de la prochaine inculpation d'Henri Emmanuelli, ancien trésorier du PS, dans l'affaire Urbain.
Cette fuite scandalise les avocats d'Henri Emmanuelli qui accusent d'emblée le juge d'en être l'auteur. Et le lendemain, les ténors socialistes réunis en congrès à Bordeaux font chorus. Il s'agit, il n'y a pas d'autre interprétation possible, de ce qu'on doit appeler une manœuvre politique. 5 jours plus tard, le 15 juillet, le président Beyache réplique sous la forme d'une lettre adressée au procureur général de Rennes. Les fuites, écrit-il, ne viennent pas des instances judiciaires et il constate les informations que nous vous avons communiquées et qui ont été transmises à monsieur le garde des Sceaux ont été divulguées à la presse. Un sous-entendu plutôt gênant pour le garde des Sceaux Michel Vauzel et qui reprend la thèse initiale du Monde selon laquelle les fuites émanaient bien des sphères socialistes. Michel Vauzel, vous êtes embarrassé? Vous allez me répondre non. Non, je trouve extraordinaire, je suis très respectueux de l'héroïsme du magistrat dont il a su faire preuve, le président Beyache à un certain moment, et qu'on compare la menace qui pesait sur lui à ce moment-là, ce jour-là, la menace d'un revolver avec la menace de la chancellerie, il y a tout de même une raison qu'il faut essayer de retrouver. Les juges sont héroïques en Italie dans la lutte contre la mafia. Je puis vous garantir que depuis que je suis garde des Sceaux, il n'y a pas d'héroïsme à être juge d'instruction en France. La chancellerie et le garde des Sceaux veillent à l'indépendance totale des magistrats. Il n'y a jamais eu aucune pression sur les magistrats d'aucune sorte. Il n'y a pas d'héroïsme vis-à-vis du pouvoir politique, peut-être pour d'autres raisons. Il n'y a pas d'héroïsme vis-à-vis du pouvoir politique à être aujourd'hui magistrat, je vous prie de le croire. Mais dans cette affaire, qui peut avoir parlé? Si ce n'est ni le juge von Riedebeck, ni le président de la chambre d'accusation qui s'en défend et qui défend son juge, il ne reste que le procureur ou vos services. Un juge est un homme, un magistrat est un homme. Certains juges donnent des conférences de presse ou reçoivent des grands journaux ou la télévision. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui participent à l'exercice de la justice. Il y a des greffiers, il y a des avocats, il y a toutes sortes de gens qui participent à l'exercice de la justice. Donc aujourd'hui, le secret de l'instruction est scandaleusement bafoué. Pour ma part, je veille à ce que ma maison, la chancellerie, vraiment fasse tout pour qu'aucune sorte de fuite n'ait lieu. J'y veille infiniment moi-même. Donc les fuites partent d'ailleurs. Et je regrette beaucoup qu'en effet, un jour, on trouve un réquisitoire dans un hebdomadaire et le lendemain, la lettre du président Beyache intégralement dans un journal. Mais reconnaissez quand même que cette fuite a servi le Parti socialiste qui s'est trouvé ressoudé à la veille de son congrès. Ne dites pas ça. On a, dans ce qui concerne M. Emmanuelli, il y a quelque chose qui doit être bien clairement expliqué aux Français. M. Emmanuelli est président de l'Assemblée nationale. Il est le 3e ou le 4e personnage de l'État. Il est l'élu des élus de la nation. Et il reçoit une sorte de pré-inculpation, c'est un genre nouveau dans le droit français, qui lui indique que uniquement en tant que trésorier du Parti socialiste, il va être inculpé. Il y a là en effet quelque chose de politique qui pose un grave problème sur lequel je ne porterai pas de jugement, mais il y a, lorsque l'on sait par ailleurs ce que dit, et je ne fais pas d'amalgame, mais le fait qu'un juge comme le juge Jean-Pierre, dans une tribune libre du Monde, injurie l'État républicain en traitant l'État de corrupteur, alors que le garde des Sceaux ne peut pas répondre, ou ne peut répondre qu'en plaçant la question sur le terrain du débat politique, il y a un risque de défigurer à partir de quelques magistrats seulement l'image de magistrats qui, dans leur ensemble, sont irréprochables. Vous continuez à craindre l'avènement d'un... C'est ce que j'ai dit en leur demandant de venir me voir récemment au premier président de la Cour de cassation et au procureur général par la Cour de cassation, en leur disant attention, quelques magistrats peuvent défigurer l'ensemble d'un corps qui est admirable et dans lequel j'ai une totale confiance et dont je défends l'indépendance bec et ongle. Vous continuez à craindre l'avènement d'un gouvernement des juges que vous dénonciez le 10 juillet dernier? Il faut faire attention et je rappellerai toujours que les juges doivent rester dans l'État républicain. Ils appartiennent à l'ensemble républicain où il y a le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et l'autorité judiciaire. Si par malheur, un jour, par je ne sais quelle démagogie, les juges venaient à se séparer de l'État républicain, alors on aurait une évolution en effet qui pourrait nous conduire à ce qu'était sous l'Ancien Régime le gouvernement ou la possibilité d'un gouvernement des juges, et ça n'est pas la démocratie. Michel Vauzel, je vous remercie. Agriculture et une première pour le ministre Louis Mermaz, une visite en Russie pour lancer une vraie coopération entre paysans français et kolkhosiens russes. L'agriculture là-bas est en pleine mutation et pour faire face aux besoins, la Russie est prête à acheter français. Reportage Agnès Molinier, Jean-Jacques Ledeuil.
Travaux pratiques pour le ministre français de l'Agriculture. Les Russes ont voulu lui montrer que la coopération entre les deux pays est déjà une réalité. Ici, dans le sud du Caucase, l'INRA conduit depuis 1989 un programme pour améliorer le rendement des terres. Il ne s'agit pour l'instant que d'actions ponctuelles, mais désormais elles vont être encadrées par un véritable accord entre les deux pays. La France va avant tout former des cadres russes pour adapter l'agriculture à l'économie de marché, mais elle compte bien aussi développer les échanges commerciaux. Nous avons vendu par exemple cette année des quantités importantes de céréales pour quelques 2 milliards de francs et de la viande aussi, de la viande de bœuf en quantité importante. Donc c'est un débouché. Comme la crise alimentaire ici, hélas, risque d'être durable, pendant de nombreuses années, normalement les Français pourront trouver ici un débouché. Si la France est disposée à répondre, par exemple, à nos besoins en céréales pour animaux, nous sommes prêts à en acheter. Pour nous, c'est plus avantageux de nous fournir en Europe qu'aux États-Unis. Pour l'instant, le gouvernement russe doit faire face à la désorganisation de son pays. Le principal problème reste l'approvisionnement. Les kolkhozes et les sovkhozes ne sont plus tenus de fournir toute leur production à l'État et les marchés libres se développent. Symbole de cette économie à deux vitesses, ici à Moscou, où le musée de Lénine côtoie les enseignes occidentales. Malgré ce contexte anarchique, le gouvernement français, avec l'accord qui vient d'être passé, fait la preuve qu'il a choisi de faire confiance au gouvernement russe. À retenir encore dans l'actualité les images de nos stations régionales commentées par Zindine Bouadaoud. Les 4 toiles volées vendredi au domicile de l'homme d'affaires franco-libanais Anthony Tanouri ont été retrouvées ce matin. C'est grâce à un appel téléphonique anonyme que les enquêteurs ont retrouvé les tableaux cachés dans une voiture près de l'aéroport de Nice. Un proche de Tanouri a été placé ce soir en garde à vue au siège de la police judiciaire. 2 avocats du barreau de Montpellier ont été suspendus par leur conseil de l'ordre pour manquement grave au règlement intérieur. À l'origine de l'affaire, une série d'articles parus dans la presse locale relatant les dossiers défendus par maître Jean-Robert Fung. Le conseil reproche à son défenseur, maître André Ferrand, les confidences accordées à la presse sur les dépenses de l'ordre. Les 2 avocats ont décidé de faire appel. 2 chalutiers italiens qui pêchaient à l'aide de filets dérivants au nord-ouest de Calvi ont été arraisonnés par les autorités italiennes. 6 autres chalutiers ont été immobilisés dans leur port d'attache pour les mêmes raisons. Côté français, la marine nationale a été mise en alerte pour effectuer une surveillance renforcée afin de repérer ces filets qui déciment les dauphins. Deuxième jour de grève pour les dockers des bassins de Marseille et Fos-sur-Mer. Le mouvement de 48 heures a affecté le chargement des cargos et du fret sur les bateaux en partance de Marseille. Le port phocéen demeure l'un des derniers où la réforme du statut des dockers bute toujours. 2 transformateurs électriques défectueux situés dans des groupes scolaires de Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône laissent fuir du pyralène. Les écologistes demandent le remplacement immédiat des 8 transformateurs de pyralène installés à Vitrolles. Le 18 juillet dernier, une fuite s'était déjà produite dans la même commune. Jeux olympiques et une nouvelle médaille de bronze pour l'équipe de France de saut d'obstacle. L'équipe hollandaise a gagné la médaille d'or et la médaille d'argent revient à l'Autriche, à Barcelone. Dominique Champeau. Au départ du dernier parcours pour les Français, Éric Navet sur Quito de Bossy occupe la 2e place du classement général par équipe. Hervé Godignon, Hubert Bourdi ont réussi des parcours exemplaires, mais juste avant lui, Michel Robert et le fougueux Nonix ont été lourdement pénalisés. Pour conserver cette médaille d'argent, Éric Navet est condamné au sans faute. Son parcours, sagement exécuté, semble pouvoir mener l'équipe française vers le podium, mais sur les derniers obstacles, Quito de Bossy touchera 3 fois l'obstacle, condamnant les Français à une médaille de bronze qui certes confirme le résultat de Séoul, mais représente néanmoins une petite déception pour l'équitation française. L'équipe de France de handball d'émerveillement en émerveillement. L'équipe a gagné ce matin son match contre l'Égypte, comme elle avait battu l'Espagne et l'Allemagne, et résisté à la CEI. On se prend à rêver d'une médaille. Jean-Philippe Guillen. Pour sa première participation à un tournoi olympique, la France atteint les demi-finales. Une très bonne surprise pour les joueurs de Daniel Costantini qui ont déjà battu l'Espagne, l'Allemagne et la Roumanie. Les Égyptiens champions d'Afrique débutent pourtant plus vite que les Français. Ils vont mener 4-2 puis 5-3. Mais les tricolores se reprennent bien et grâce notamment à la puissance de bras de Laurent Munier, le numéro 15, ils reviennent à la hauteur des Égyptiens avant d'atteindre la mi-temps avec une avance de 3 buts. 10-7, les Français toujours aussi spectaculaires en attaque avec un Jackson Richardson bondissant.
En deuxième mi-temps, le gardien Philippe Médard, 33 ans, 166 sélections, arrête 2 pénaltys égyptiens. Les champions d'Afrique vont entamer une impossible course-poursuite pour revenir de 19-12 à 21-17. Mais Laurent Munier, encore lui, va inscrire le dernier but tricolore, celui qui ouvre à la France les portes des demi-finales. Si on récupère bien sur ce qu'on fait ici en ce moment, c'est jouable. Mais par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, une certaine dose d'humiliation, nous on sera hyper motivés. Mais je dirais, est-ce qu'on nous laissera monter aussi haut? Ça, la question reste posée. Vainqueurs 22-19, les Français connaîtront leur prochain adversaire ce soir vers 21h45. Et jeudi soir, ils affronteront les Suédois ou les Islandais pour une demi-finale historique. Tout de suite, les prévisions météo de Michel Touré, puis les Jeux Olympiques en direct de Barcelone avec le tennis de table. Votre prochain rendez-vous avec la rédaction, soir 3, Catherine Matoche. Je vous retrouve demain à 12h45 et 19h pour le 19-20. Bonsoir.